Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve donc, comme toutes les semaines pour le débrief du National, le rendez-vous du National, 1 heure pour revenir complètement sur toute l'actualité de ce championnat de 3e division. Jusqu'à 21 heures, on est ensemble donc pour essayer de vous contenter, vous supporters du championnat national et qui trouvez forcément qu'il est un petit peu délaissé par les médias. Et ce soir, une grosse équipe est là pour m'accompagner. Donc évidemment, vous connaissez un petit peu les fidèles, les habitués, avec Clément et Thomas. Ça va, messieurs? Ça va. En pleine forme comme d'habitude. Ah, t'as l'air vraiment en forme, hein. Franchement. C'est la parole, Clément, si tu veux. On prépare tranquillement la finale de Quevilly pour ce week-end. Là. Et oui, et donc pour nous accompagner, on recevra également Max, membre de Total Sport Live et spécialiste du football alsacien et notamment de Colmar. Ouais, bonsoir à tous. Écoute, pour le moment c'est plus trop la fête du côté de Colmar en national qui est un peu retombé sur terre, tout simplement. Et on y viendra en deuxième partie d'émission, puisqu'on va commencer l'émission avec la lutte en bas de classement, la lutte pour le maintien. Et donc ça me permet de présenter notre dernier invité spécial. Il fait son blog Jour de sport sur le championnat national et donc notamment plus particulièrement sur les clubs de région francilienne. Et donc on accueille ce soir Julien. Ça va, Julien? Bonsoir Amérique, ça va, merci toi. Ouais, ça va bien, merci. Je te laisse peut-être 5 minutes pour te présenter et nous présenter un petit peu ton blog Jour de sport. Écoute, c'est un blog que j'ai lancé il y a maintenant 3 ans. Et au départ, j'étais plutôt sur Rodez. Donc j'avais fait toute la saison de Rodez en dernier en national. Une saison qui malheureusement pour le RAF s'est conclue par une descente en CFA. En grande partie à cause de Gueugnon. Un point perdu bêtement à domicile au match aller et au retour une nouvelle défaite. Donc 6 points qui auraient pu être pris contre Gueugnon et au final tous les concurrents directs pour le maintien jouaient contre Gueugnon sur la phase retour. Gueugnon qui était déjà rétrogradé en DH, donc les points donnés et Rodez était descendu. Donc saison un peu compliquée à Rodez et là je suis revenu en région parisienne et ça me permet de suivre de très près le Paris FC, le Red Star et Créteil avec des fortunes diverses pour les 3 clubs que je commente tous les week-ends. Allez, donc on commence directement la lutte pour le maintien. Une fois n'est pas coutume, on va commencer un petit peu par les matchs du bas. Et donc une équipe qui a décroché son maintien lors de ce match, c'est le Paris FC avec cette victoire, on va dire, Julien, avec ce but arraché de Hugues dans les arrêts de jeu. Le Paris FC qui fait un grand pas vers le maintien. Alors déjà, je reviens sur ce que tu as dit. Belle victoire, pas du tout. C'est l'un des matchs les plus mauvais que le Paris FC n'ait fait de la saison. Mais vraiment, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur, on s'est rarement autant ennuyé avec les joueurs d'Alain Boma. Mais oui, c'est un très grand pas qui est fait vers le maintien. Donc 42 points, encore une victoire contre Beauvais à Charletti, le maintien sera acquis en principe. Mais méfiance quand même avec le Paris FC qui nous a habitués à avoir des résultats assez incroyables cette année, notamment une défaite à domicile contre le Red Star 4-0, une série de 6 matchs sans victoire pour taper Épinal 6-0 derrière. Normalement, le Paris FC va se maintenir, mais restons quand même bien vigilants sur la mentalité de ces joueurs, puisqu'on en a beaucoup dans l'équipe qui déjà il y a quelques semaines pensaient que le maintien allait être acquis, qu'ils allaient peut-être mis en fin partie de tableau. Ça s'est bien dégradé dans le vestiaire parisien. Là ça revient petit à petit, mais il n'y a pas foncièrement de jeu, mais au moins hier ils ont pu arracher la victoire dans les derniers instants. Ça leur fera du bien quand même, ça leur fera du bien et principe. Et donc Hugues, le buteur, est revenu sur son but dans les tout derniers instants au micro du Jour de sport et fidèle de ce soir. Ouais, là c'est l'objectif, il est quasi acquis. Maintenant, c'était super important de prendre les 3 points ce soir parce que cet après-midi plutôt, parce que là on va avoir une période déjà le week-end prochain on jouera pas, donc on a une période creuse, mais il était important de prendre les 3 points maintenant pour pouvoir un peu relâcher la pression. Surtout que Quevilly qui arrive, derrière Beauvais, 2 concurrents directs au maintien, surtout Beauvais. Beaucoup de pression sur Beauvais avant le match le jeudi 3. Beaucoup de pression, mais certainement beaucoup moins maintenant qu'on a pris les 3 points que si on les avait pas pris. Donc là on va avoir 2 bonnes semaines pour récupérer.
Donc on va aborder le match assez sereinement. Je pense que la pression sera moindre. Ouais, là c'est clair qu'ils ont fait un grand pas vers le maintien, l'équipe du Paris FC. Toi Julien, tu penses qu'il faudra encore prendre des points, parce que nous en discutant la semaine dernière, on pensait que 42 points, ça serait vraiment ce qui suffirait pour se maintenir dans ce championnat national, parce qu'après par contre le calendrier du Paris FC il est pas évident sur la fin de saison. Du tout. Donc si il y a Beauvais qui vient à Charletti, il va aussi y avoir Quevilly, il y aura Colmar, Luznac à dernière journée extérieure. Un match qui m'échappe dans le lot, ça pourrait être le Gazélec à Mezzavia. Le calendrier à mon avis va pas être évident, mais le mieux ça va vraiment pour Paris de gagner contre Beauvais à domicile pour être certain d'écarter Et la transition elle est toute trouvée justement. On va parler d'un match qui opposait deux équipes mal classées et qui jouaient leur maintien aussi. Et donc l'adversaire futur du Paris FC, à savoir cette équipe de Quevilly qui se déplaçait à Cherbourg et Quevilly qui allait s'imposer, Clément, alors que Quevilly normalement ils préparent pas leur match de Coupe de France par des victoires. Donc c'est plutôt pas mal le fait que cette équipe quevillaise arrive enfin à se battre sur les deux tableaux. Bah oui, c'est vrai qu'ils nous avaient pas habitués à ça. On a ressorti le cahier de statistiques. On avait noté première victoire avant un match de Coupe de France, non deuxième. Il y en avait une au tout début. Et puis finalement cette équipe de Quevilly qui se trouve entre guillemets des joueurs phares, des joueurs clés, des joueurs qui sont capables de produire du jeu. Pierrick Capel s'était un peu révélé au même titre qu'Anthony Lope lors des matchs de Coupe de France. Et c'est lui Pierrick Capel qui est donc l'auteur du premier but dès la 37e minute et derrière ça s'est bien enchaîné. On voit enfin un nouveau but de Joris Collinet qui est vraiment parti dans ce championnat aussi. Un petit relâchement quand même en deuxième mi-temps, c'est quand même à noter. Mais on a fait tourner assez rapidement du côté de Quevilly, des remplacements entre la 50e et la 70e minute. Donc vraiment dans l'optique de la finale, ils ont quand même une semaine pour préparer, mais ils ont peut-être pas c'est même sûr, ils ont pas les mêmes moyens de récupération que les pros, ni même le même emploi du temps. Et donc une victoire assez importante. On parlait de cette équipe de Quevilly qui pouvait en cas de défaite se retrouver très très proche de cette zone de relégation. Maintenant, je dirais pas que la distance a été prise définitivement. 7 points d'écart avec Beauvais, c'est pas non plus le plus gros écart possible, mais on va dire que par rapport à l'époque où ils étaient virtuellement dans la zone de relégation, quand ils étaient menés contre Marseille, en plus dans le même temps, c'est vrai que il y a un véritable écart et du coup ça leur permet entre guillemets de partir en Coupe de France avec cet esprit tranquille, de revenir dans une bonne posture après leur finale. Ouais, esprit tranquille, je sais pas, mais c'est vrai que Quevilly a 41 points. Alors autant pour le Paris FC, on discutait est-ce qu'avec 42 ça va suffire, autant avec Quevilly, je pense qu'on peut être persuadé que 41 points ça suffira pas pour aller se maintenir. Maintenant ouais, c'est clair que il y a des joueurs, je pense notamment à Anthony Lope, le héros de la demi-finale contre Rennes, qui se révèlent et qui deviennent des atouts majeurs de cette équipe quevillaise. Après, il faudra voir. Ouais, après la Coupe de France, est-ce qu'ils vont arriver à bien se revenir dans l'esprit national, parce que c'est clair qu'il reste des points à prendre. Là, ils ont montré qu'avant la Coupe de France, ils avaient l'esprit au championnat. Il faudra voir après la Coupe de France, ils ont aussi toujours l'esprit au championnat. Surtout que il y a le match contre le Paris FC qui a été décalé et du coup, ça va faire pas mal de matchs qui vont s'enchaîner. Ouais, surtout que quand on regarde le classement de Quevilly à l'extérieur, Quevilly est 4e. Et à domicile, ils enchaînent que des contre-performances. Ils sont 19e du classement à domicile. C'est assez étonnant quand même. Ouais, et pour prolonger un petit peu ta stat, la dernière victoire de Quevilly à domicile, c'était le 20 décembre. Donc imaginez quand même un petit peu ça. Et c'est vrai qu'à domicile, Quevilly, ils ont gagné que 3 matchs, s'il me semble. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est clair. Il faut qu'ils jouent à Dornado en fait. Ouais. C'est ça. Ouais, il en reste pas mal de matchs à l'extérieur sur la fin de saison, donc du coup ça peut finalement un petit peu
Ouais, mais la prochaine journée, ils rencontrent le Paris FC à domicile. Et bon, le Paris FC est pas forcément extraordinaire à l'extérieur, mais lorsqu'on se rend compte que Quevilly a des grosses difficultés à enchaîner des résultats à domicile, ça peut être un élément assez compliqué pour les Normands. Ouais, après le match contre le Paris FC, il a été décalé au lundi 7 mai à cause de la Coupe de France, quoi, parce qu'il pouvait pas jouer les deux matchs en même temps. Donc non, le prochain match de Quevilly, ce sera le déplacement à Épinal. Tout ça pour faire plaisir à Thomas qui bien sûr râlait depuis maintenant un certain temps avec tous ces matchs décalés, ce classement quelque peu faussé. Tu vois, Thomas, on arrivait presque à se remettre dans le bon sens et rien que pour toi, ils t'ont remis des matchs décalés. Ouais, ça va, c'est plus qu'un. Il reste maintenant, on arrive quand même à mieux lire le classement. C'est vrai, pour revenir à ce match, les Quevilliers préparent au mieux la finale de la Coupe de France. Moi, je voudrais revenir juste sur cette équipe du Cherbourg pour en parler un petit peu et un joueur en particulier que Maxime Alors attends, et moi connaissons. avant que tu lances sur Cherbourg, Clément, on va écouter la réaction du Cherbourgeois Ida après le match, et donc du coup il nous parle notamment de cette fin de saison parce que Cherbourg a aussi un calendrier assez chargé et face à des équipes des confrontations directes. Donc on écoute tout de suite le joueur cherbourgeois. Ouais, c'est vrai que si on bat Beauvais, on les laisse derrière nous, comme c'était le cas pour aujourd'hui pour Quevilly. Donc on va y aller avec une grosse détermination, j'espère, et puis essayer de faire un résultat là-bas. Un nul serait intéressant, une victoire serait super pour laisser justement ce prétendant au maintien derrière nous. Maintenant, il nous faut 5 points encore, il reste 5 matchs, c'est faisable. Maintenant, on repousse à chaque fois l'échéance, c'est dommage. On va aller à Beauvais avec de très bonnes intentions, plein d'envie, j'espère, pour amener un résultat et nous mettre à l'abri. Ouais, donc dans ce que dit Youssef Ida, juste après je te donne la parole Thomas, donc lui il estime que Cherbourg doit encore prendre 5 points, c'est-à-dire que donc ils estiment à Cherbourg que le maintien se ferait autour de 43 points, et donc c'est clair une contre-performance là avec cette défaite à domicile contre Quevilly, concurrent direct, et donc ils se font dépasser par cette équipe de Quevilly. Donc c'est clair que c'est pas bon du tout. Ouais Thomas, tu voulais dire. Ouais, je voulais dire sur Cherbourg, comme tu dis, ils vont devoir encore batailler ferme pour se maintenir, et surtout ils vont devoir se reposer. Ils se reposent déjà depuis un certain temps sur un homme que Maxime et moi, comme je disais, connaissons un peu. C'est Nicolas Belvito qui marque en ce moment, mais quasiment tous les buts de Cherbourg, comme ça a été le cas encore contre Quevilly, c'est Nicolas Belvito qui a marqué 14 buts pour Cherbourg depuis le début de la saison, et qui est le deuxième meilleur buteur de ce championnat, et qui jouait l'année dernière à Strasbourg et qui en avait claqué peut-être 2 maximum. Et c'est vrai que... Ouais, vas-y. Et puis il y a aussi Kébé, ancien joueur du Racing, qui a marqué aussi 8 buts avec Cherbourg. Donc les deux anciens Strasbourgeois cumulent 22 buts pour Cherbourg. S'ils avaient pu encaisser comme ça la saison dernière au Racing, ça aurait été bien. Ouais, c'est vrai, on sera en Ligue 2. Mais c'est vrai que pour cette équipe de Cherbourg, je pense que c'est un peu s'ils n'avaient pas Belvito, je pense qu'ils seraient déjà quasiment condamnés, parce qu'à un moment ils étaient dans le rouge. Cherbourg, ils sont bien revenus, et c'est en partie dû à Nicolas Belvito et à Québec qui marquent une grande partie de ces buts pour permettre à Cherbourg d'y croire encore, parce que sinon je pense qu'ils seraient bien au fond du trou à cette heure-ci. Ouais, Cherbourg a fait une bonne série, c'est vrai, notamment avec les deux joueurs que vous évoquez. Là, c'est un petit peu plus difficile. Sur les 4 derniers matchs, ils ont quand même perdu 3 fois. Et puis, et là, donc, ce qui arrive, c'est le déplacement à Beauvais qui va être, comme le disait le joueur cherbourgeois Youssef Ida, ça va être à nouveau une confrontation directe, et donc il faut vraiment faire des écarts. Et avec la forme qu'ils ont actuellement, c'est pas gagné. Ensuite, derrière, il y a la réception du Gazélec d'Ajaccio. Donc Cherbourg, il y a quand même encore un calendrier compliqué. On peut penser qu'au niveau du classement, ils avaient la semaine dernière, quand on en parlait, on pouvait penser qu'ils avaient un petit peu d'avance. Là maintenant, ça s'est vraiment bien resserré, et du coup ils sont quand même pas mal en danger sur cette fin de saison. On va parler d'une autre équipe qui a gagné ce week-end, et du coup qui a fait une bonne opération dans cette fin de classement. C'est cette équipe du Red Star
l'équipe du Red Star, donc qui a battu cette équipe de Colmar 1-0. On va écouter tout de suite la réaction du capitaine odonien Samuel Allegro, et puis ensuite on vous donnera donc la parole, spécialiste du Red Star de Colmar. Là, vous nous direz tout. Maintenant, on n'est pas encore maintenu, donc il faut continuer à grappiller quelques points, mais la victoire est indispensable. On a su le faire, donc bravo. On va peut-être pas gagner tous les matchs à domicile aussi, donc voilà, tous les matchs sont importants et on est peut-être plus à l'aise à l'extérieur, même si ce soir on a fait un très bon match, mais on aurait dû le tuer avant. Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu le tuer avant. Il y a une occasion. La vidéo du match est allée à voir sur la page Facebook du débrief du National. Je vous invite vraiment à y aller voir le résumé de ce match-là. Il y a un raté après l'ouverture du score pour le Red Star avec un joueur qui élimine le gardien colmarien et qui ensuite tire à côté, assez phénoménal. Un raté de Youssef Touati. Ouais, Youssef Touati. Et c'était assez impressionnant quand même. Et si seulement c'était le seul dans la rencontre, mais il y a eu beaucoup d'occasions pour le Red Star de ce genre-là, comme Fleury seul face au but compte ouvert, le gardien qui était loin, il arrive même à trouver le poteau. Le Red Star a eu pas beaucoup d'occasions. Heureusement qu'il y a eu ce petit pour là, sinon ils sortaient. Ouais, mais il y a eu beaucoup d'occasions aussi pour Colmar dans ce match-là. Max. Bah, j'ai pas vu le match en même temps puisque je commentais le Racing au même moment, mais de ce que j'ai pu voir sur le résumé, de ce qu'on a pu m'en dire, effectivement Colmar a quand même subi. Bon, Colmar est une équipe qui joue essentiellement en contre, qui attend beaucoup l'équipe adverse et par la rapidité de ses attaquants joue en contre. Donc ça m'étonne pas forcément que Colmar subisse. C'est un peu leur jeu. Maintenant, moi, je me pose des questions sur l'engagement dans les têtes de certains joueurs colmariens, vu que l'espoir de se mêler pour la lutte pour le podium est définitivement parti suite à la défaite à Orléans. J'ai l'impression que dans les têtes, on lâche un peu du côté alsacien. Ouais, c'est vrai que on en faisait la semaine dernière dans notre analyse du sprint final, encore une équipe qui pouvait jouer la montée. Là, pour Colmar, il y a eu 2 défaites la semaine dernière et donc ils ont carrément dit au revoir à la montée. Et c'est vrai que ça va être un petit peu difficile de peut-être retrouver de la motivation. C'est même quand on écoutait l'entraîneur colmarien Damien Hott à la fin du match, il disait bien que ça devenait un petit peu compliqué d'arriver à trouver de la motivation, et chez ces joueurs ils savaient pas trop comment les maintenir sous pression pour essayer de gagner le plus de matchs jusqu'à cette fin de saison, quoi. Ouais, c'est ça, et la lutte pour le maintien sera peut-être un peu faussée par rapport à des équipes qui jouent le maintien et qui joueront contre des équipes de milieu de tableau qui n'ont plus rien à jouer. Et faudrait regarder plus attentivement le tableau, mais ça risque peut-être de créer des surprises. Quand tu dis des surprises, tu veux dire quoi, que Colmar Alors, je cible pas forcément Colmar, mais il y a d'autres équipes qui sont dans le milieu de tableau. Je pense à Fréjus qui prend encore une praline à domicile, qui n'a plus rien à jouer, qui est complètement démobilisé depuis quelques journées. Donc voilà, si des équipes type Beauvais, enfin les équipes qui luttent pour le maintien ont une envie beaucoup plus importante que ces équipes-là, on risque d'avoir des surprises jusqu'à la fin de la saison. Ça c'est pas à écarter. Ouais, là après donc tu veux parler de toutes ces équipes qui sont maintenues et qui n'auraient donc plus rien à jouer. Mais ouais, c'est vrai que Fréjus s'est fait démonter et ils ont perdu face à cette équipe de Créteil. Créteil en match en retard la semaine dernière, ils étaient quand même menés 3-0 par Bayonne, ils remontent à 4-3. Moi je pensais que par exemple, tu vois, Créteil était une équipe qui avait lâché dans cette fin de saison et puis finalement pas du tout. Julien, toi qui as vu aussi cette équipe de Créteil évoluer, tu penses qu'ils vont vraiment se maintenir, on va dire, à fond dans le championnat jusqu'à la fin de la saison ou pas? En off, la montée est vraiment pensée par les joueurs, mais on préfère encore parler de fin de saison sérieuse pour préparer la prochaine, mais ils aimeraient bien quand même titiller la montée de l'équipe. Ah je peux intervenir? Ouais. Ouais, moi je pense que Créteil a un gros coup à jouer dans cette fin de championnat. Au vu de l'effectif, ils peuvent largement jouer le podium. Et aujourd'hui, il y a que 6 points. 6 points, c'est quelque chose. C'est 6 points, c'est 2 victoires. Mais avec la grinta, avec l'expérience de ce groupe, avec un
un Jean-Michel Lesage et toute son expérience qui peut apporter énormément devant. Il l'a montré à plusieurs reprises durant ces dernières journées. Faut pas écarter Créteil du podium. Ouais, après, oui, d'accord, il y a que... On va du coup enchaîner sur le haut du tableau, ça nous fait une bonne transition, mais il y a que 6 points avec Ajaccio, d'accord, mais il y en a quand même 5 avec Vannes, 5 avec Épinal, et du coup devant eux ça te fait quand même 5 équipes. Il faudrait qu'il y en ait 2 qui se cassent la gueule. Ça me semble quand même vraiment compliqué, surtout que moi c'est plutôt de Vannes que je fais mon sérieux outsider, parce qu'ils ont un calendrier vraiment favorable, et puis là ils sont en plus bien revenus les Vannetais avec la victoire à domicile contre le Poiré-sur-Vie. Et puis comme Nîmes et Ajaccio jouaient, il y a joué l'un contre l'autre, il y a pas mal de confrontations directes aussi dans la fin de saison. Vannes, ils ont juste le dernier match où ils jouent contre Nîmes, mais ils ont un gros coup à jouer, ça va être compliqué quand même, sachant qu'après Nîmes et Niort, il y a encore plus d'écart, quoi. On va parler donc de Niort qui joue à Besançon. Au moins ça va nous finir un petit peu le bas du classement. Niort donc qui est allé faire ce match nul à Besançon. L'équipe de Besançon en plus qui a perdu un joueur, Michael Courteau, blessé gravement, fracture tibia péroné. Les joueurs niortais étaient vraiment bien embêtés. Le joueur niortais, Djibril Konaté, était même en pleurs en quittant le terrain. Après, il a été expulsé à ce moment-là. Au niveau du match, finalement, Niort qui fait une bonne première mi-temps, puis après à 10, ça a été plus compliqué. En deuxième mi-temps, ils arrivent à ouvrir le score et finalement, c'est cette équipe de Besançon qui égalise sur coup franc de manière un petit peu inespérée à la fin du match. On va quand même écouter Hervé Genet, le coach bisontin, malgré, on va dire, cette situation défavorable, parce qu'ils ont pris qu'un point. Certes, c'était face au leader, mais ils ont pris quand même qu'un point. Et quand on a les victoires du Red Star ou de Beauvais, ça c'est pas vraiment favorable dans la course au maintien, mais il a encore envie d'y croire. Donc on écoute tout de suite Hervé Genet, le coach bisontin. Pour moi, ça me paraît une évidence. Mes joueurs sont préparés jusqu'au dernier match, au match de Rouen. Ça, c'est une de nos qualités. Beaucoup de courage, beaucoup de cœur et beaucoup de tripes. Et quand on arrive à développer un petit peu de jeu, on voit qu'on est tout de suite dangereux. Donc, il va falloir continuer sur ce genre de performance, comme on l'a fait aujourd'hui. Et puis, je pense qu'on y arrivera. Je pense qu'on y arrivera. Comment vous analysez cette dernière phrase? Pour vous, c'est l'effet Coué, la méthode Coué. Si même toi, tu te dis pas que tu peux le faire, mais ça va quand même être vraiment compliqué pour cette équipe de Besançon. Ça est compliqué pour cette équipe depuis le début de la saison. Avec en outre les problèmes extrasportifs, ça a toujours été compliqué pour Besançon. Mais néanmoins, ils ont rien lâché toute cette saison et ils ont le mérite d'essayer jusqu'à la fin, et ils essaieront, même si ça paraît impossible. Il y a 7 points à rattraper, même s'ils ont un match en retard. Ça ferait potentiellement 4, même s'il y a un match en retard, n'est jamais gagné, surtout dans la position de Besançon. C'est vrai qu'ils ont pas craqué face à Niort, même s'il y a cette perte de ce joueur qui doit faire sûrement plutôt mal côté bisontin, mais c'est vrai qu'ils ont le mérite d'essayer et de rien lâcher, et c'est tout à leur honneur, quoi. Ouais, d'autant plus que pour compléter ce que tu dis, Besançon, quand il faut se rappeler, la DNCG, ils leur ont quand même enlevé 3 points. T'imagines 3 points dans la course au maintien, c'est énorme. Après, ouais, ils ont ce match en retard face à Martigues, c'est ce soir. Donc ouais, ça peut être pourquoi pas les permettre encore d'y croire, mais ça va être vraiment compliqué pour cette équipe de Besançon. Puisqu'on parle de Martigues, on va quand même aborder le match entre Martigues et Beauvais, et on reviendra ensuite sur Niort. Le match entre Martigues et Beauvais, avec donc la victoire de Beauvaisienne, victoire inespérée. On rappelle, Beauvais n'avait pas gagné extérieur, domicile confondu depuis la mi-décembre. Ils avaient enchaîné quelques matchs nuls et pas mal de défaites sur le retour. Là, ils ont réussi à gagner des points importants face à un concurrent direct. Beauvais peut à nouveau y croire, mais ça va être vraiment compliqué parce que malheureusement, il y a eu la victoire du Red Star. Oh ils ont surtout bien entamé le match face à Martigues en marquant très vite 2 buts. Donc forcément, ça te facilite la tâche.
Ouais, mais ça prouve que cette équipe a du caractère, malgré ce qu'on aurait pu craindre, hein, que cette équipe se démobilise totalement. Le nombre de fois où elle a lâché des matchs qui étaient tout faits. À Colmar, on s'en souvient d'ailleurs. Mais au moins, elle a eu le mérite de défendre ce résultat et ça prouve que voilà, cette équipe a du caractère et qu'il faut compter sur elle jusqu'au bout pour ce maintien. Ouais, une équipe qui a du caractère, d'autant plus que cette équipe de Beauvais, on a évoqué pas mal l'extra sportif dans la semaine précédant le match, avec donc un changement de président évoqué, changement d'entraîneur. On sait que Alex Clément avait donné sa démission qui a été refusée par le président, mais bon, on imagine bien que l'année prochaine, il ne devrait plus être l'entraîneur de Beauvais. Des différents entraîneurs ont déjà proposé leur CV pour entraîner Beauvais l'année dernière. Je pense à, il me semble que c'était Noël Tosi et Jackie Bonnevet. Donc voilà, d'anciens coachs beauvaisiens qui proposent leur service. Donc j'imagine que pour les joueurs ça a dû être quand même assez difficile. Et bon, finalement, ils sont quand même arrivés à aller décrocher cette victoire. Ils auront un nouveau gros rendez-vous la semaine prochaine avec la réception de Cherbourg. Donc le match qui sera à suivre en direct sur RTS. Et ouais, un nouveau gros rendez-vous pour Beauvais. On l'a dit, Beauvais, de toute façon, leur seule chance dans cette fin de saison, c'est qu'ils vont affronter beaucoup d'adversaires directs et donc potentiellement des matchs à 6 points. Et donc si ça fait comme Martigues et que tu les gagnes, et du coup tu arrives à te raccrocher encore à un fol espoir de maintien. C'est un peu plus possible avec les 3 points pris ce week-end. C'était vraiment un compromis. On avait du mal à y croire la semaine dernière. Maintenant, allez, on peut encore rêver à un maintien côté beauvaisien. Par rapport à ça, et pour conclure sur Beauvais, on devait avoir normalement un joueur de l'équipe de la SBO ce soir dans l'émission. Donc ça n'a pas été possible. Normalement, on devrait en avoir un, je pense, la semaine prochaine. Donc on vous tient au courant. Restez bien à l'écoute et à l'affût, j'ai envie de dire, sur la page Facebook du débrief du National, sur le site rtsradio.fr dans la rubrique le débrief du National. On vous tiendra donc au courant de nos futurs invités et donc on espère un Beauvaisien pour évoquer un petit peu la situation du club en interne et puis aussi la situation sportive, dans quel état d'esprit sont les joueurs. Voilà, on a été complet sur le bas du classement, donc on va quand même maintenant vraiment passer au haut du classement. Et donc on revient sur Besançon-Niort et donc le leader niortais qui après les 3 points récupérés en match en retard face à Rouen où ils ont de fort belle manière disposé de cette équipe rouennaise. On rappelle, match à rejouer à cause de la panne d'éclairage lors du premier match entre Niort et Rouen. La Niort s'est bien rattrapée et s'est imposée face à Rouen, donc 3-0. Là ils ont à nouveau fait un bon match à Besançon. Un petit peu plus difficile avec l'expulsion du joueur Konaté en première mi-temps. Comment on a vécu ce match côté niortais, Clément, et puis après on écoutera la réaction du coach Pascal Gastien, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Donc par rapport à ce match, c'est vrai que entre guillemets, c'est un match qui s'est un peu arrêté à la 42e minute quand Courteau est sorti sur blessure, surtout que cette équipe de Besançon qui avait déjà fait un changement dès la 32e minute avec la blessure de Jordan Massango et puis du coup derrière c'était compliqué, très très compliqué même pour Niort. On sait que Besançon c'est une équipe qui a un public maintenant qui va les soutenir jusqu'au bout. Je trouve que c'est même un des clubs où il y a une plus grosse ferveur derrière entre guillemets par rapport à la ville, par rapport à l'infrastructure et autres. Chaque week-end on voit des messages sur Facebook, des offres, tout pour pousser les gens à aller soutenir le club, à aller au Lagrange. Et finalement c'est un match très très compliqué à l'extérieur pour cette équipe de Niort qui avait la possibilité de faire le trou et ça aurait pu être bien pire et heureusement presque j'ai envie de dire il y a ce point du match nul qui vient malgré tout comme va nous le dire Pascal Gastien après une semaine bien chargée. Et à noter que sur le début de l'interview on parle bien de football, attention. Petite, elle n'est pas suffisante, non malheureusement, mais toute petite, on avait l'occasion de creuser un plus gros écart, mais
C'est toujours un point de prix. On a passé la barrière des 60 points. C'est peut-être une barrière psychologique pour qu'on aille un petit peu plus vite. On a encore des gros matchs à jouer. On va aller à Bayonne le week-end prochain. Ça va être difficile. Tous les matchs vont être difficiles jusqu'au bout. Donc on est loin du compte. Mais bon, on est là depuis longtemps et on n'a pas envie de lâcher. Ouais, évidemment, Pascal Gastien évoquait l'avance des Niortais. C'est vrai que j'avais pu lire sur certains forums que Niort était déjà en Ligue 2 après sa victoire face à Rouen. Mais non, la situation n'a pas changé. Dans le haut du classement, il y a toujours 5 équipes pour moi candidates à cet accès en Ligue 2 et Niort, on l'a dit, de toute façon, il faudra faire le plein à domicile jusqu'à la fin de saison. Puis là, ils ont un déplacement à Bayonne qui a pris quand même un sacré coup sur la tête en match en retard la semaine dernière à Créteil. Ils menaient 3-0, ils se font remonter 4-3. Donc voilà, cette équipe niortaise, je pense qu'il faut aller vraiment chercher au minimum un point à Bayonne, 3 ça serait pas mal. Et puis ensuite on verra pour ce qui est de la réception de Orléans. Et puis normalement là, comme on l'avait dit, Niort assurera sa montée. Et puis après les 3 derniers matchs, ça sera plus pour aller jouer le titre, avec pourquoi pas cette finale lors de la dernière journée avec ce match au Gazélec. Et oui, ça va être une mini-finale, comme on le disait, cette dernière journée. Et en parlant de mini-finale, le championnat national, on l'avait dit, nous en réserve pas mal sur cette fin de saison. Et il y avait notamment ce match entre Nîmes et Ajaccio. Le site d'Ajaccio, du Gazélec, donc sur la fin de saison, on sent quand même qu'ils veulent vraiment pousser tout un public et vraiment un gros engouement populaire derrière leur équipe. Le match était à suivre en live vidéo sur le site du Gazélec. Bon, un match où finalement on n'a pas vu énormément de choses. Nîmes a bien dominé les débats, avec notamment un très bon Nicolas Bénézé qui s'est créé pas mal d'occasions. Le meilleur buteur du national, Sédou Koné, a tapé la transversale. Nîmes a clairement eu les meilleures occasions, mais Nîmes n'est pas arrivé à marquer. Sur la fin de match, Ajaccio aurait même pu faire le hold-up avec un bon contre et le gardien nîmois Merville qui détourne le ballon sur le poteau. Mais bon, voilà, un match nul, 0-0. Et on va, par rapport à ce match-là, écouter tout de suite la réaction du coach nîmois, Thierry Froget. Il faut continuer, avoir la même envie de travailler, et puis essayer de faire revenir autant de monde que ça voudra dire qu'on a fait notre boulot. Non, je pense que rien ne s'arrête et il faut continuer. On est sur une belle série et il faut s'accrocher, il faut faire des résultats tout le temps. Et puis ça va jouer jusqu'au bout. Ça va se jouer jusqu'au bout. Nîmes, on l'avait dit, il y a pas mal aussi de matchs face à des adversaires directs dans cette fin de saison. Donc là, ils en ont déjà joué un avec Ajaccio. Ensuite, il y a un déplacement à Colmar. Bon, est-ce que Colmar, on l'a dit, la situation a quand même un petit peu changé. Puis il y aura ce déplacement à Vannes sur la fin de saison. Nîmes, c'est clair, c'est une équipe, on l'a dit, qui reste sur une grosse série. Bon, même si là ils ont un petit peu plus de mal à gagner et qu'ils enchaînent pas mal de matchs nuls, mais bon, une équipe vraiment solide. Et puis par rapport à son public, son stade qui était pas plein mais encore bien rempli pour ce match face à Ajaccio, Nîmes est clairement une équipe qui peut prétendre à viser plus haut. C'est vrai que du coup après le match nul, ça ouvre pas vraiment des portes pour la fin de saison. Enfin, entre guillemets, derrière ça permet à tout le monde de revenir. Puis Niort s'envole un peu pour la première place, donc c'est vrai que même avec la victoire de l'une ou de l'autre équipe, ça aurait au moins permis de tenir la distance. Et là, j'ai peur que du coup la guerre à 5 équipes, oui c'est ça pour 2 places, enfin plutôt à 4 équipes pour 2 places, c'est ça que je voulais dire, du coup va être un peu compliqué, mais on l'avait dit, les histoires de calendrier vont sûrement éclaircir tout ça, et des belles finales dès la fin de saison, où le match entre Niort et Ajaccio pourrait éclaircir un peu le paysage pour cette équipe nîmoise. Ouais, c'est vrai que ça leur permettra de pas voir leurs deux concurrents l'emporter lors de la dernière journée, mais bon, les écarts doivent être faits avant, et notamment pour les Niortais.
Pour compléter le tableau donc de notre 5 majeur, on va dire ces 5 équipes en tête, les 5 derniers survivants de ce championnat, c'est clairement Épinal qui fait la mauvaise opération ce week-end. Épinal, on l'a dit, c'est l'équipe qui reste sur la moins grosse, qui est dans la moins bonne dynamique par rapport à leurs 4 concurrents. Épinal, donc qui face à Bayonne à domicile a dû concéder un pénible match nul, un but partout, avec en plus une égalisation en fin de match. Épinal, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils peuvent se mêler jusqu'au bout dans cette course au titre? On avait dit un calendrier pas forcément difficile, mais comment est-ce que vous la voyez cette course au titre tous? Là, je vais vous demander un petit peu chacun votre avis. Ça va être dur pour Épinal parce qu'on en parlait à chaque fois, souvent du cas Épinal, parce que c'était déjà une surprise pour nous de voir Épinal devant le classement. On parlait déjà en début de saison, on se disait ils vont s'essouffler à un moment, et puis ils sont pas essoufflés, ils sont restés collés au trio de tête. Et là c'est vrai qu'il y a peut-être une période creuse, ce sera peut-être là où ils commencent à décrocher. On a vu un nul pénible à Besançon début avril, avec aussi 3 matchs nuls enchaînés en tout sur les 3 derniers matchs pour Épinal. Est-ce que c'est le début de la fin pour Épinal? Seuls les prochains matchs nous le diront, mais je pense qu'ils seront pas très loin. En tout cas, s'ils ne montent pas, ils seront pas très loin du podium à la fin de la saison. Ouais, non, mais pas très loin, ça d'accord, mais bon, ouais, Épinal sur la dynamique, à Niort, ils avaient été clairement dominés. Ils sortent avec ce match nul 0-0, mais ils sont quand même tout heureux de ramener un point de Niort. Et après, deux fois, ils ont pris qu'un point face à Besançon, et puis là, à domicile face à Bayonne. C'est pas suffisant, je pense, pour monter, quoi. Max, toi, cette équipe d'Épinal, tu en penses quoi de l'avoir vu évoluer? Moi, Épinal, ça a toujours resté un mystère de cette saison en nationale. Épinal, je sais pas si ça a été déjà dit durant cette émission-là, mais Épinal à l'origine ne devait pas être en national. Il monte uniquement grâce aux descentes administratives. Clairement, ils ont un effectif de CFA, et lorsqu'on arrive dans le Money Time de ce championnat, forcément, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des faiblesses techniques, et que cette équipe-là, alors ils l'ont eu sportivement, les points, ils ont rien volé, mais voilà, à force de jouer petit bras, là, à un moment donné, ça lâche, et je pense que la dynamique actuelle, il la paye par un engagement physique assez conséquent quand même en début de saison. Ouais, et après tu le dis, beaucoup de supporters des différents clubs reviennent quand même sur ça. Épinal a fait un gros début de saison avec énormément de points pris en début de saison, une première défaite qui est arrivée très tard dans la saison, puisqu'elle est arrivée seulement le 1er octobre. Et puis après, ouais, cette équipe d'Épinal, quand même, c'est une équipe qui n'est pas très joueuse et qui on va dire un petit peu se repose sur une défense très solide. Je me rappelle, peut-être que tu te rappelles aussi, Julien, du match à Créteil où Épinal avait ramené un match nul, et avec un but contre son camp des Cristoliens, alors qu'Épinal ne s'était pas créé une seule occasion quasiment de tout le match, quoi. Un point du match nul qui était vraiment miraculeux à Créteil, tant l'équipe n'affichait aucune ambition, jouait trop bas. Puis le but contre son camp lui-même était quand même très drôle. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, c'est vrai, cette passe en retrait du pauvre défenseur cristolien, mais ça montre bien quand même que cette équipe d'Épinal, parce que moi je trouve que c'est vraiment ça la différence entre les 5 premières équipes. Chez les 5 équipes, on sent quand même une grosse force. Chez les 4 autres équipes, on sent une grosse force offensive qu'on voit pas chez Épinal, et donc c'est peut-être pour ça que moi j'en fais une équipe qui aura le plus de mal, on va dire, à monter parmi ces 5 là, quoi. Ouais, clairement, mais ouais, excuse-moi. J'enchaîne, c'est bon? Ouais, je voulais juste dire par ce que tu disais avant, Maxime, qui gagnait leur point sportivement. On se rappelle encore, je pense que tu t'en rappelles aussi, la première journée, Épinal Colmar. Voilà, c'était sur une connerie de Colmariel. Là, on n'y peut rien. Ils ont joué sur la chance. C'était un match aussi nul. Moi, je me rappelle, je sais plus, j'avais suivi le live, je ne sais plus où, mais c'était un match
C'était un match, on s'ennuyait à mourir, où déjà je pense que le temps était merdique, comme souvent à Épinal, et finalement Épinal a gagné 3-0. C'était au mois d'août quand même. Oui, Ouais, c'était au mois d'août, mais il faisait beau. Pour moi, Non, c'est pas beau. Il y a eu un sacré orage au tout début de la rencontre, et c'était quasiment du water polo. Je me demande comment l'arbitre a pas arrêté ce match-là, mais pour revenir à la défaite de Colmar sur tapis vert, j'ai même pas envie d'en revenir, puisque de toute façon c'est fait. Mais surtout pour cette équipe d'Épinal, ils jouent avec leurs qualités. Voilà, ils ont des qualités offensives qui sont quasi inexistantes, ça c'est vrai. Mais ils ont joué parfaitement le coup avec leurs qualités défensives. Voilà, faut pas incriminer non plus cette équipe-là. Elle a joué crânement sa chance. Ça sera très dur pour elle, quasiment même impossible de se mêler à la lutte pour le podium, parce que voilà, physiquement ils sont en train de lâcher du lest, et c'est tout à fait normal. Ouais, après, on se rappelle quand même offensivement de ce joueur qu'on a évoqué quand même plusieurs fois dans le débrief du national, Abdelaz Babou, qui a quand même inscrit 14 buts cette saison pour Épinal. Mais bon, malheureusement, ça suffira pas. C'est vrai que les 14 buts de Asbabou conjugués avec les 11 de Julien Jailleur, ça fait quand même un beau trio offensif pour cette équipe colmarienne. Mais malheureusement, le reste du jeu colmarien est un petit peu trop dépendant de ces deux joueurs-là, et offensivement, ça risque d'être un petit peu juste. On va donc... Ouais, juste, mais quand tu regardes quand même, Épinal a quand même marqué 54 buts. C'est quand même la 3e meilleure attaque de ce championnat. Ouais. Donc c'est un peu paradoxal d'un côté de voir qu'il y a quand même 54 buts malgré ça qu'Épinal a inscrit. Ouais, mais le problème c'est que tu regardes surtout le début du championnat, où Épinal, il y a eu un 5-1 contre Créteil, il y a eu pas mal de victoires avec 3-2 contre Rouen, 3-2 contre Rouen, 3-0 au Red Star. À l'époque, il claquait quand même vraiment énormément de buts en championnat. Bon, là après, dernièrement, il y a eu la victoire 4-0 contre Fréjus Saint-Raphaël, mais après sinon ça a peiné un petit peu plus offensivement. Il y a eu beaucoup de matchs où Épinal a inscrit un but et même 0, quoi. C'est pas la seule équipe atteinte point de vue offensif, hein. Quand tu regardes les matchs juniors, il y a quand même nettement moins de buts que au mois de décembre, au mois de novembre, ou même au mois de janvier, hein. Ouais, d'accord, mais dans le contenu, Niort, si tu regardes le match par exemple face à Épinal, il se crée quand même énormément d'actions. Je me rappelle d'une interview de Pascal Gastien où il disait de toute façon, en jouant comme ça, j'ai envie de dire aux joueurs, ne changez pas, et ça devrait rentrer, quoi. Ils avaient fait au moins tout leur possible pour pouvoir marquer les buts, alors que peut-être qu'Épinal ne fait pas n'a pas. C'est pour ça que je dis pas une si grosse force offensive par rapport aux autres, même si au niveau des chiffres, je suis d'accord avec vous, Épinal a quand même une bonne attaque, mais dans la dynamique des matchs. Mais je regarde les statistiques des buts inscrits par Épinal, ils ont marqué quasiment la moitié de leurs buts. À domicile, en tout cas, c'est à domicile les statistiques que j'ai en face de moi, dans le dernier quart d'heure. Donc ça prouve que cette équipe-là, elle bétonne à fond, et elle joue son coup en contre, et voilà. En tout cas, c'était le cas en début de saison. Là, c'est vrai qu'il commence à caler physiquement, c'est clair. Voilà, c'est ça. Hein. Et physiquement, ça se ressent dans les fins de match. Ils sont plus autant décisifs qu'avant. Ouais, d'accord. Après, Épinal aussi, cette équipe en début de saison, elle a pris énormément de points. C'était, comme vous l'avez dit, quoi, une équipe qui a été repêchée, une équipe surprise. Maintenant, l'effet de surprise, ils jouent beaucoup moins pour Épinal. Ils sont attendus, ils sont dans le 5 majeur. Voilà, quoi, on sait contre qui on évolue. Tu parlais d'un effet de surprise comme ça, mais quand tu regardes Quevilly, l'effet de surprise n'a pas duré si longtemps que ça, et derrière ils ont été repris. Donc Épinal a su tenir la cadence. Il y a eu ce bon fin de mois de mars, on va dire. Mars et ça repart, je sais pas tout ce que vous voulez pour cette équipe d'Épinal, mais en tout cas je trouve que c'est mieux reparti qu'à une certaine époque, et même si en ce moment il y a des matchs nuls, je pense que c'est encourageant et qu'il y a quelque chose à faire. Donc toi on va conclure là-dessus, Clément, mais toi au niveau de l'emballage final, on va dire pour ce sprint avec ces 5 équipes, voire Créteil, s'il y en a certains qui veulent les évoquer. Toi, avec les matchs qu'on a eu ce week-end et donc une page de plus vers la fin de saison, tu
tu vois quelle équipe est mieux armée pour prétendre à la Ligue 2? Ben, si je te dis Niort, déjà ça sera pas une surprise. Je pense que tout le monde mettrait cette équipe dans les mieux armés. Après, tu parlais du calendrier de Vannes qui peut être un atout, mais forcément. Et puis après, il y a cette équipe de Nîmes qui est actuellement deuxième, qui a pas un calendrier si défavorable que ça après le match qu'ils ont joué contre Ajaccio. Donc ça me paraît être le trio qui pourrait se détacher. Bon, après j'ai dit que j'étais optimiste pour Épinal parce que quand on regarde le calendrier, Orléans, Quevilly, Beauvais dans les 3 prochains matchs, certes c'est des matchs qui vont être très très compliqués, ça je vous fais pas un dessin, je pense que vous savez plus que moi que ça va être des matchs à lourd enjeu pour les deux équipes même à chaque fois, mais on va dire, je pense que pour Épinal c'est presque plus intéressant malgré tout de jouer contre ces équipes-là que jouer contre Niort, que jouer contre Ajaccio ou encore des concurrents directs comme Nîmes ou Vannes. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas la chance de jouer Fréjus Saint-Raphaël qui se relâche totalement en cette fin de saison. Mais il y a, à mon avis, il y a moyen qu'on reparle d'Épinal dans 3 journées, et donc ça sera 2 journées de la fin, donc pourquoi pas. Moi je vous dis rendez-vous aux alentours du du 13 mai, on en reparlera. D'accord, et donc dans toutes ces équipes de tête, il y en a une que tu n'évoques pas, et donc Thomas, tu vas peut-être défendre un petit peu cette équipe, qui est l'équipe du Gazélec d'Ajaccio, et qui est donc un sérieux prétendant à la montée, non? Tu penses qu'il va les défendre? Oui, ça, Gazélec d'Ajaccio, mais il mériterait que ça de monter, mais oui. Non, totalement d'accord. Bon match. Oui, non, mais ce week-end, malheureusement encore une expulsion pour cette équipe du Gazélec à Nîmes. Non, mais ça c'est un euphémisme, ça. Gazélec et expulsion. C'est l'équipe la plus fair-play depuis le début de ce championnat. Je ne comprends pas. Je suis consterné. Non, mais c'est pas possible, quoi. Non, plus sérieusement. Non, mais plus sérieusement, Ajaccio, pour moi, n'a pas gagné ses points sur le terrain. C'est tout autour une intimidation sur l'adversaire. Certains trouveront ça exagéré, ce que je dis, mais c'est vrai. C'est le cas de tous les clubs corses. Il y a une intimidation à côté que ce soit des stadiers ou même des dirigeants et des joueurs sous le terrain qui est exagéré du côté à Corse. On a encore vu avec Lyon et l'attaquant de Lyon. Mince. Gomis. Ouais, aussi Gomis, voilà, qui s'est fait insulter de singe, de tout ce que tu veux. Et qui a été déstabilisé, et finalement à la fin il a chambré le public, et c'est peut-être un peu ça, c'est peut-être un peu de sa faute aussi, mais voilà quoi, quand il y a un joueur qui fait un doigt d'honneur aux supporters, Maxime me comprendra, ça vaut aussi autant quoi. Donc Gazélec pour moi ne mérite pas vraiment de monter, parce que c'est pas, pour moi ils ont gagné par intimidation et pas parce qu'ils ont des bons joueurs. Je ne dis pas, il y a des joueurs qui sont bons aussi, mais voilà, c'est pour moi, c'est mon avis. Après, je ne dis pas que je déteste les Corses ou quoi, mais c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on gagne des matchs, quoi, tout simplement. Après, pour revenir un peu sur ce que tu dis et pour le nuancer, c'était l'équipe du Gazélec. Ce que tu dis, ça serait vrai s'ils avaient pris énormément de points à domicile et puis peu à l'extérieur. À l'extérieur, c'est quand même une équipe qui a gagné 6 fois. Moi, je pense que c'est surtout une équipe qui joue beaucoup. On l'a dit, qui fait très peu de matchs nuls, et donc. Non, je suis pas d'accord. En fait, Ajaccio, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, et c'est là leur force, c'est qu'ils arrivent à faire déjouer l'adversaire. Ils arrivent à se faire sortir. Alors, tu disais Thomas, par un comportement à la limite de la régularité, et encore que parfois. Mais voilà, ils intimident les joueurs, ils intimident les spectateurs lorsqu'ils sont à l'extérieur, et ils arrivent à faire sortir l'équipe adverse du match, et c'est comme ça qu'ils y arrivent, et c'est la marque de fabrique de toutes les équipes corses. Hein. Et donc toi, c'est vraiment sur ce fait-là, mais bon, maintenant là, ils ont quand même des gros matchs, voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ça, Max, peut-être que ça marche moins face à des équipes plus expérimentées, comme Nîmes, où ils ont été clairement archi dominés, alors qu'on n'avait pas vu le Gazélec souvent autant dominé dans ces matchs-là, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Et lorsque tu demandais, je sais plus à qui, le trio pour le podium. Moi, à la fin de la saison, moi, je pense qu'on va avoir du classique. On aura Niort, Nîmes et Evan. C'est quand même les trois équipes les plus costauds, autant dans la gestion de leur match que dans la qualité des effectifs. Et je pense qu'Ajaccio, au vu de leur fin de calendrier, où effectivement ils jouent contre des grosses écuries, ils vont craquer à un moment donné. Je pense aussi, ils vont craquer. C'est comme Épinal, hein, c'est un peu le même type d'équipe, qui n'ont pas forcément les qualités offensives, même si c'est vrai qu'ils marquent. Hein, ils ont marqué 48 buts, c'est pas forcément une des meilleures attaques, hein, d'ailleurs. Hein. Mais je pense qu'Ajaccio va craquer à la fin de la saison. Donc pour toi aussi, Niort, Nîmes et Vannes. Thomas, toi, ton trio, tu l'imagines comment ? Ben, moi, je l'imagine avec aussi, comme dit Niort, champion, comme on le pensait depuis longtemps. Je pense qu'ils vont réussir à tenir. Après, je verrai bien, comme tout le monde, Nîmes et Vannes. Mais ça, c'est une espérance, parce que je pense que Ajaccio, malgré que je n'apprécie guère cette équipe, je pense qu'ils vont quand même arriver à monter. Donc je dirais le classement resterait inchangé. Je dirais Niort, Nîmes et Ajaccio. Alors attention, moi j'ai entendu, c'était déjà arrivé à Ajaccio, il me semble, il y a plusieurs saisons, du fait qu'il y aurait 2 clubs professionnels donc à Ajaccio, et apparemment selon les règlements FFF, il y aurait un certain souci au niveau aussi des équipements du stade, du Gazélec. Alors je sais pas s'il faudrait. Au niveau des équipements du stade, je sais pas. Ouais, on avait parlé de ça, et notamment parce que je m'en rappelais très bien du Gazélec qui finit 3e en national et qui peut pas monter, parce qu'à l'époque ça avait permis à l'équipe de Valence en Ligue 2 de se sauver, donc du coup je m'en étais bien rappelé. Mais en fait la règle c'est que tu peux pas avoir 2 clubs dans une même division pour une ville avec si peu d'habitants, quoi, que moins de 100 000, voilà. Mais la CA devrait se maintenir, si la CA se maintient en Ligue 1, il y aura pas idée. Après, est-ce que cette règle intervient toujours, je sais pas, parce que c'est vrai que finalement on l'évoque assez peu dans cette fin de saison en national, alors que finalement elle pourrait tout changer, quoi. Ajaccio, 64 000 habitants pour préciser, hein, si jamais vous cherchez, donc il faudra encore un peu de temps avant qu'ils aient la possibilité d'avoir 2 clubs. Ouais, les 36 000, ça va être compliqué pour qu'ils les trouvent. À moins qu'ils absorbent toute la Corse du Sud, ou je sais pas. Ouais, ça va être plus difficile à voir. Julien, toi, pour ton trio magique là, parmi nos 5 survivants, comment tu l'imagines cette fin de saison? 5 survivants, moi je mettrais Créteil, hein, mais juste par affinité régionale. Bah, moi je vois Niort champion forcément, et je vois plutôt le Gaz 2e et Vannes 3e. Pour toi, Nîmes, tu vois Nîmes s'effondrer? Une petite surprise avec Nîmes qui accroche pas le podium. Ah ouais, parce que je les ai pas trouvés trop affolants depuis le début de la saison. J'ai trouvé une base bien meilleure, même aussi sur les beaux matchs de Nîmes, vraiment pas du tout impressionné par cette équipe. Ouais, je suis pas vraiment d'accord avec toi, parce que quand tu vois le match que Nîmes a fourni, encore ce vendredi face au Gazélec d'Ajaccio, offensivement, ça claque de tous les côtés, quoi, avec ces 3 joueurs alignés derrière Sédou Koné, c'est quand même vraiment solide. On a des joueurs d'expérience qui dans cette fin de championnat vont être vraiment très utiles. Je pense notamment à Sébastien Piocel ou même à Baldé, l'ancien Rémois que Nîmes a recruté au mercato hivernal. Moi, cette équipe nîmoise, je la vois vraiment, vraiment solide, et moi, je pense que, si ça doit se jouer entre 2 équipes, je pense que ça se jouera entre le Gazélec et Vannes, mais parce que pour moi, Nîmes et Niort, dans ce qu'ils ont montré tout au long de la saison, ont montré qu'ils étaient vraiment solides et vraiment étaient des clubs qui pouvaient prétendre au monde professionnel, même si Nîmes a encore le statut pro, quoi. Oui, mais je sais pas, moi je sens pas trop Nîmes sur la fin de la saison. Je les sens pas du tout, alors que Vannes, je les vois bien faire un coup.
et sortir Nîmes du podium. Ouais, et en plus, ça serait donc pour cette dernière journée avec ce Van Nîmes. C'est vrai que la dernière journée, je sais pas où en sera Épinal, mais si on a droit à une dernière journée de championnat avec les 4, bon même si Épinal est encore en course, avec les 2 matchs Gazélec, Ajaccio, Niort et Van Nîmes pour la dernière journée, ça va quand même être ce qui s'appelle un final en feu d'artifice. Et donc, c'est ce qu'on va suivre sur cette fin de saison là. On approche Max voulait réagir, non? Ouais. Juste pour revenir sur Ajaccio, on oublie souvent, mais attention, ils ont encore une pénalité de 2 points avec sursis qui est au-dessus d'eux. Hein. Et ça, faut pas l'oublier non plus, hein, parce que le rappel auprès du CNOSF fait que la sanction est suspendue. Mais il y a de fortes chances que voilà, les 2 points soient quand même retirés à la fin de la saison, et ça fera quand même la différence, je pense, pour Vannes. Alors attends, par rapport à ça, je m'étais renseigné aussi. En fait, le Gazélec, ils avaient écopé donc de 4 points de pénalité, donc 2 avec sursis comme tu as dit, mais ils ont décidé donc de faire appel pour annuler la sanction de la FFF. Ils ont fait appel auprès du tribunal administratif de Bastia, et donc aussi le Gazélec pourrait, pourquoi pas récupérer tous ces points, quoi. Enfin là, quand on disait c'est en attente du jugement parce que ça a été étudié par le tribunal administratif de Bastia. Bon, même si on peut penser que ça sera très rare le fait qu'ils aillent annuler une sanction de la FFF, je pense que il y a très peu de chances que ça aboutisse, mais les 2 points ils sont avec sursis, et à part sauf incident, mais il faudrait quand même être un petit peu bête quand on sait qu'on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais avec Ajaccio, tu sais. Non, mais je dis ça vraiment très sincèrement, parce que c'est sanguin quand même. Hein. Voilà, on l'a vu sur plusieurs terrains de ce championnat. Moi, je pense que il peut se passer encore quelque chose sur le côté administratif avant la fin de la saison. Rien que sur le match de Lyon, tu vois, les gens ne regardent pas forcément le match de National, et il est pas souvent médiatisé, mais rien que sur le match de Lyon, là, je pense que tout le monde a bien pu voir vraiment ce qui se passait, et quand on voit les joueurs qui, pendant le match, glissent des mots aux Lyonnais, on imagine très bien ce qu'ils peuvent leur dire. On va pas dire comment ta mère elle va, ou des choses comme ça. On sait bien que c'est des mots très méchants. Non, mais c'est vrai. Zidane te dirait le contraire. Hein. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Mais voilà, on imagine bien que ce que peuvent dire les joueurs corses aux Lyonnais et aux autres adversaires. Donc rien que sur ce match, tout le monde a pu se rendre compte vraiment du comportement corse sur les matchs de National. Sans faire plus de jugement par rapport à ce qui s'est passé, c'est vrai que quand tu es en attente d'un jugement, que par rapport à ce que tu disais, Aymeric, c'est carrément le comité national olympique du sport français qui a été pris maintenant suite à tout ça. Donc c'est-à-dire que c'est des instances qui suivent un peu cette équipe d'Ajaccio tout au long de la saison, voir si c'était un cas isolé, voir si c'était un cas grave. Et rien que le fait de sur un événement médiatisé comme ça, de montrer qu'il peut y avoir d'autres soucis comme il y a pu y avoir en début de saison, c'est vrai que ça plaide pas en leur faveur. Et malheureusement, je pense que dans l'attente de ce jugement dont on n'a toujours pas de date, dont on sait toujours pas ce qui va se passer, je pense que ça plaide vraiment pas en leur faveur, et que malheureusement les 2 points qui sont encore en sursis, qui ont été enlevés en début de saison puis rajoutés et autres, je pense que ça va leur coûter cher dans la montée. Ouais, on verra. Alors juste pour éclairer un petit peu nos auditeurs qui pourraient trouver nos deux colmariens, Max et Thomas, un petit peu durs sur Ajaccio, je vous conseille quand même d'aller lire un petit peu le début de l'histoire, et à savoir de regarder les comptes rendus sur le match Ajaccio-Colmar, et donc vous verrez que c'était un match qui s'était vraiment mal passé là pour le coup, et donc vous pourrez peut-être un petit peu comprendre leur fort mécontentement à partir concernant cette équipe. Voilà. On approche de la fin de cette heure spéciale nationale. Ça a été bien rempli. Donc je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine avec j'espère beaucoup de
beaucoup d'interviews de joueurs et pourquoi pas des joueurs en direct dans l'émission. On y travaille fortement pour en avoir un maximum jusqu'à la fin de la saison. Sinon, au niveau des lives, donc c'est Beauvais qui reçoit Cherbourg ce week-end. De ton côté, Julien, tu vas attendre impatiemment ce match entre le Paris FC et Beauvais pour tes prochains lives. Là, sinon, qu'est-ce que tu vas avoir comme rendez-vous pour Jour de Sport? Alors, ce vendredi, Créteil-Rouen, déjà. Donc, pour voir si Créteil peut encore grappiller un peu de points pour la montée. Et, En sachant que Rouen, c'est une équipe qui joue plus grand chose dans ce championnat et qui, là, bon, certes, on n'en a pas trop parlé, mais ils ont battu l'Uznac 2-0. Ils retrouvent un petit peu leurs attaquants avec donc Dugimon qui était aligné avec Endo et c'est pas arrivé souvent. Mais bon, Rouen, on sait pas trop si c'est pas une équipe aussi déjà en vacances. Hein. Dans le ventre mou. Oui, je suis d'accord. Et ensuite, samedi, à confirmer, mais la finale de la Coupe de France, il se peut que j'y sois aussi. Donc, pour faire un live. Ah, la classe. À confirmer. Quand on a fait décimer, on a le temps. On va pas te porter la poisse alors. On est possible d'avoir un billet par exemple en 3 ans pour celle-ci. D'accord. Et donc ouais, tu nous rappelles juste donc l'adresse de ton blog Jour de Sport, l'adresse exacte. Alors jourdesport.wordpress.com. Voilà. Aussi la page Facebook, Twitter, partout. D'accord. Et donc on va te suivre dans cette fin de saison donc pour tous les lives. Et puis donc tu es le bienvenu dans le débrief du national. Tu peux revenir autant de fois que tu veux pour la fin de saison. Merci beaucoup. Voilà. Je vous donne donc rendez-vous à tous la semaine prochaine. D'ici là, tout de suite, c'est quand on aime le foot, on parle foot avec comme invité l'arbitre Bruno Derrien. Donc restez à l'écoute sur RTS Radio. Et puis donc je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, comme le rendez-vous comme tous les mardis, 20h pour 1 heure consacrée pleinement au championnat national. Allez, bonne semaine, au revoir.